DH à la portée de tous les droits de l'homme à votre portée. Une émission de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux en sigle AIDEF, diffusée chaque mardi à 16h15 et vendredi à 18h10. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler de parlementaires et le droit de l'homme pour cette quatrième législature qui commence avec nos deux invités. Vous les connaissez très bien, ils sont les habitués de ces plateaux. Nous avons reçu pour vous Maître Henri Wemboloa. Bonsoir Maître Henri. Bonsoir Maître Jaël. Et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir aussi aux téléspectateurs. Voilà, Maître Henri, comme vous le savez bien, il est président de l'AIDEF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Et comme vous le constatez, Maître Henri n'est pas seul. À côté de lui, nous avons Maître Jean-Pierre Bolonga. Bonsoir Maître. Bonsoir Maître. Et bienvenue. Merci. Maître Jean-Pierre, il est président et coordonnateur national de l'ASBEL Humanity New Horizons. Il est également membre du REPRODEV. Je m'excuse. Et c'est avec nos invités que nous allons parler des parlementaires et des droits de l'homme pour cette nouvelle législature. Maître Henri, on a dit que nous allons parler de parlementaires. Mais avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, comme vous le savez bien, nous allons toucher les questions d'actualité. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à la prestation de serment du président de la République qui a eu le 20 janvier dernier? Merci beaucoup. C'était un événement très important. Le président de la République, après les résultats proclamés par la CENI, après le résultat définitif proclamé par la Cour constitutionnelle, il a fini par prêter son serment. Et un serment très important, et à travers le serment, avec les 6 points, 6 chantiers ou 6 axes, n'est-ce pas, de son plan de travail pendant les 6 ans, je sens qu'il a rencontré des préoccupations fondamentales du peuple congolais par rapport au social. C'est ainsi que vous verrez plusieurs points qui se ramènent à cette question des droits économiques, sociaux et culturels. Faut-il aussi ajouter que à tout ce qu'il a dit, et suivant tout son parcours, n'est-ce pas, vers la fin de son régime, il a parlé aussi des questions qui sont très importantes, qui se recoupent par rapport à tout ce qui se passe là. C'est par exemple le problème de la justice, par exemple le problème des droits de l'homme. Et on espère que cette question des droits de l'homme est transversale, se recoupe à tous les niveaux et c'est fondamental. Nous espérons et nous souhaitons qu'il puisse réussir. Nous souhaitons que tous les efforts soient fournis pour l'aider aussi à réussir cette mission. Qu'une opposition républicaine, une opposition avec des propositions concrètes pour, n'est-ce pas, le changement soit à l'œuvre, que les défenseurs des droits de l'homme soient aussi écoutés et protégés. J'espère que nous aurons un mandat fructueux pour l'intérêt de tout le monde et pour rehausser davantage l'image et le crédit fait à notre président que nous félicitons. Vraiment, le président Félix Antoine Tshisekedi. Félicitations à lui, nous espérons vraiment un mandat fructueux. Maître Jean-Pierre, vous avez également sûrement un commentaire à faire par rapport à cette prestation de serment. Oui, ça ne peut pas manquer. Ça a été un grand événement qui a attiré l'attention de tout le monde, que ce soit au niveau national et puis au niveau international aussi, parce que nous avons vu beaucoup de chefs d'État qui étaient venus aussi rehausser de leur présence lors de la prestation des serments du président de la République. Et il y a eu aussi des félicitations qui sont venues d'ailleurs. Et nous avons aimé, ça a été un événement très important. Mais sauf que lors de son adresse, bien sûr qu'il s'était fixé des objectifs, parmi lesquels la création de l'emploi, protéger le pouvoir d'achat, stabiliser aussi les taux d'échange, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le dollar est en train de... Le taux du dollar est en train d'augmenter aujourd'hui. On tend vers les 30 000 francs congolais. La population souffre.
Et même quand il était en train de battre campagne, on parlait que de ça, on lui disait, mais le problème des dollars, comme il a pris ça à cœur, il a mis ça dans son programme, attendons voir, comme il n'a pas encore commencé. Bon, il est là, il a commencé parce qu'il a prêté serment. Nous sommes en train d'observer pendant les 5 ans ici. Nous croyons de tout notre cœur que le taux de change sera stabilisé. Mais il faut aussi produire parce que si on peut donner des promesses, mais il faut produire. Pour que le dollar soit stable, il faut que nous produisions nous-mêmes. Nous amenions quelque chose à l'extérieur du pays qui peut nous rapporter les devises. Et à ce moment-là, comme nous sommes dans la loi du marché, il y a toujours la loi de l'offre et de la demande. Et puis, il y aura stabilité. Il a parlé aussi de l'économie. Il a parlé aussi de garantir le prix d'accès aux services de base tels que l'accouchement, l'éducation et tout. C'est ce que nous avons aimé. Et moi-même, personnellement, en tant que défenseur des droits de l'homme, je n'ai pas entendu le président de la République. Comme il a trop de choses, et puis ces jours-là, il était trop occupé. Exactement. Il n'a pas beaucoup parlé des droits de l'homme. Là, je ne peux pas les laisser passer. Alors que les droits de l'homme s'occupent de tout. Là où les droits de l'homme ne sont pas respectés, on ne peut pas s'attendre au développement. Raison pour laquelle nous essayons d'attirer l'attention du président de la République pendant son dernier mandat, comme il est le garant de la nation en rapport avec l'article 68 de la Constitution, qu'il puisse avoir un œil regardant dans le domaine des droits de l'homme. Parce que les gens souffrent, les droits de l'homme sont violés par les agents de l'État. Alors, comme il avait parlé de ça lors de son premier mandat, cette fois-ci, même s'il n'a pas parlé de ça, mais tout tourne tout autour des droits de l'homme parce que l'article 61 de la Constitution nous montre que les droits de l'homme est une obligation constitutionnelle pour le pouvoir public et aussi pour les peuples. Ça aussi, c'est ce que nous attendons de lui. Alors, qu'est-ce que nous attendons encore de lui? Bientôt, là, le gouvernement sera formé, mais nous avons vu certains groupes de politiciens qui commencent à créer des groupes au sein des groupes pour se précipiter parce qu'eux, ils sont là pour le pouvoir. L'autre veut avoir la primature et tout, mais qu'ils songent quand même au social de la population. Parce que la population souffre. Et nous aimerions que le président de la République puisse travailler avec des hommes dignes. Lors de son dernier mandat, il y a eu des détournements, la corruption et tout. Mais j'ai aimé une chose quand il était en train de s'adresser à la nation. Il avait dit qu'il ne saurait pas reprendre les erreurs du passé. Là aussi, nous sommes en train de l'observer, que ça ne se limite pas seulement dans des paroles, qu'il corrige. Lui-même connaît les erreurs en tant qu'humain qu'ils ont commises lors de ces derniers mandats, du mandat passé, mais qu'il puisse corriger ces erreurs-là pour que nous puissions nous retrouver. Nous lui souhaitons un fructueux mandat, comme l'a dit Maître Harry, et puis qu'il y travaille pour le respect des droits de l'homme. Nous sommes là pour les droits de l'homme. Qui travaille, merci beaucoup, pour le respect des droits de qui l'homme. travaille pour le respect des droits de l'homme, surtout parce qu'un État qui veut au moins être un État de droit doit vraiment respecter le droit de l'homme. Et aussi, puisque nous avons reçu sur ces plateaux les défenseurs des droits de l'homme, avez-vous de petits commentaires à faire au minuit, Jean-Pierre? Vous avez un peu frôlé sur le droit de l'homme. Quelle est la situation actuelle des droits de l'homme en République démocratique du Congo? La situation, elle est là. Il y a eu des rapports qui ont été récemment publiés par le BCNDH et puis d'autres organisations aussi. La situation des droits de l'homme, surtout à l'est du pays, est inquiétante parce que les taux, lorsque nous voulons comparer les années passées, les mois aussi, avec ce qui se passe aujourd'hui, il y a l'augmentation des violations des droits de l'homme. Mais à l'ouest du pays, il y a quand même une certaine instabilité que nous sommes en train d'observer. Et nous aussi, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous ne croisons pas les bras. HNH est en train de travailler dans ce sens-là. Dernièrement, j'étais en Bandaka, en train de former les défenseurs des droits de l'homme. Il y a eu
nous recevons de l'apport à tout moment, surtout dans des territoires, là où il n'y a pas de tribunaux de paix. Et regardez, il y a la province de l'Équateur. Il n'y a qu'un seul tribunal de paix qui est à Mbandaka. Et il n'y a pas seulement que ça. On avait créé un tribunal pour enfants là-bas. Dans ce tribunal, il y avait seulement un seul juge, qui a aussi une famille et tout. Depuis le mois de novembre, que ce juge était allé aux vacances, il n'est pas encore rentré, mais les enfants ont conflit avec la loi et éprouvent beaucoup de difficultés actuellement parce qu'ils ne sont pas amenés devant les juges naturels. Aller à Bokungu, à Bwende, partout, c'est la même situation. Comme le Conseil supérieur de la magistrature est en train de nommer de nouveaux magistrats, qu'on songe aussi à l'intérieur du pays, dans des territoires, même si on n'a pas, au stade actuel, des moyens de pouvoir créer un tribunal de paix dans chaque chef-lieu de territoire, on peut regrouper 2 ou 3 territoires et avoir un tribunal de paix, parce que si vous allez, prenons par exemple à Bwende, de Yokelolu jusqu'à Bwende, c'est plus de 500 km. Il n'y a même pas un tribunal de paix. Alors, ceux qui ont des problèmes là-bas, surtout des problèmes qui touchent à l'appareil judiciaire, comment seront-ils rétablis dans leurs droits? C'est vraiment une recommandation que nous demandons aussi au Conseil supérieur de la magistrature, au gouvernement, et puis à tout le monde d'aller dans le sens de promouvoir la justice pour que les gens ne soient pas abandonnés à l'intercession. On est dans un état de... Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. Ma famille, et quelle est la situation de droit de l'homme par rapport à l'AIDEX? Est-ce que vous continuez toujours avec le plaidoyer pour cette effectivité-là réelle de droit de l'homme? Effectivement, et nous continuons avec le plaidoyer. Pour ne pas me répéter ce que Maître Jean-Pierre vient de dire tout à l'heure, j'aimerais vraiment dire qu'avec la situation de la guerre, la situation des conflits interethniques, la situation nécessite des efforts pour mettre fin à cette guerre. Et ça, ce sont des efforts sur le plan national et même de la communauté internationale. Et par rapport à la situation des détentions, nous disons que c'est encore un sérieux problème. Il y a aussi beaucoup de cas de décès dans les lieux de détention, dans les établissements pénitentiaires, comme chez nous ici à la prison de Makala, on en parle. Et donc, quelques espoirs aussi, parce qu'il n'y a pas que du mal, il y a aussi des espoirs. L'espoir, c'est qu'aujourd'hui, avec le mouvement qui se fait au niveau du corps des magistrats, on sent qu'il y a une réelle prise de conscience par les autorités au niveau supérieur pour faire changer les choses. Et donc, avec ce mouvement des affectations, des nominations, des prestations de serment, ça peut apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'on a constaté qu'il y a eu des magistrats qui se sont adonnés à certaines pratiques illégales. Et vous verrez beaucoup de conflits de terres où tout le monde se mêle, des conflits fonciers qui sont avec derrière des agents publics de l'État. Et nous pensons vraiment qu'il y a du nouveau avec ce nouveau vent des nominations et des nouvelles affectations. Faudra-t-il aussi penser à toutes les provinces pour que des magistrats soient un peu partout. Là, ce sont des espoirs, mais vraiment, la corruption, elle est là et il faut frapper dur. Voilà pourquoi, pour nous, une autre recommandation, c'est quoi? C'est une véritable formation des magistrats pour qu'ils connaissent qu'il y a un contrôle judiciaire de la légalité de détention. Aujourd'hui, il y a certains magistrats de parquet, quand ils ont arrêté, ils envoient à la prison. On oublie. Il y a effectivement beaucoup d'oubliés, des personnes oubliées dans nos prisons. Et il faut attirer l'attention de tous ces magistrats parce que c'est leur responsabilité judiciaire et disciplinaire qui est aussi engagée. D'où la nécessité d'accorder beaucoup de moyens, de doter des moyens, n'est-ce pas, aux chambres de discipline, au Conseil supérieur de la magistrature, afin que la discipline règne dans ce corps-là. C'est alors seulement que nous verrons qu'il y a l'état de droit en marche. C'est comme ça que nous verrons vraiment qu'il y a l'état de droit et surtout que nous profitons de cette nouvelle législature. Nous espérons vraiment que
nous allons vivre cet état de droit. Chers téléspectateurs, nous entrons rapidement dans la quintessence de notre thématique d'aujourd'hui. Mais en passant, il faudrait aussi féliciter les Léopards, chers invités, parce que nous sommes qualifiés pour le quart de finale et les Brazzavillois continuent de sauver les fleuves pour nous. Ah, ça c'est une provocation. Non, mais félicitations pour nos Léopards. Oui, félicitations aux Léopards. Alors, félicitations. Chers invités, nous allons parler de parlementaires, on entend par-ci par-là. Qui banzeleza kobeba yango ba deputo bazomona te bakoya otunga biso banzela te. Quel est réellement le rôle d'un parlementaire? Le parlementaire, et quand nous parlons de parlementaires, nous voyons les personnes qui sont désignées pour représenter la population. Nous venions des élections et le peuple congolais a désigné ses représentants au Parlement. Il y en a d'autres qui seront au niveau du Sénat. Alors, au niveau du Parlement, permettez que nous puissions féliciter d'abord tous les honorables députés qui ont été élus et en qui le peuple congolais a placé leur confiance pour les représenter dans ce grand palais, dans cette grande instance de représentants du peuple. Nous les appelons représentants du peuple parce que c'est eux qui ont la mission d'élaborer des lois. Ils ont la mission de contrôler toutes les institutions de la République. Ils ont aussi la mission de donner un budget au gouvernement pour s'occuper du peuple congolais. Voilà en très peu de mots ce que nous pouvons dire comme mission du parlementaire. Nous avons parlé du député national, y compris aussi les sénateurs qui viennent aussi par autre voie. Et nous en avons au niveau national, il y en a d'autres aussi au niveau provincial. Voilà pourquoi nous disons félicitations à tous les honorables députés qui ont été élus. Il y en a peut-être qui peuvent avoir un cas de conscience pour avoir triché aux élections, mais ils sont là, ils ont passé par les tamis de la justice, ils vont siéger au Parlement, qu'ils aient la conscience tranquille. S'ils peuvent se repentir, qu'ils puissent se repentir, mais alors qu'ils travaillent en toute paix et qu'ils puissent répondre à leur mission par rapport au peuple. C'est une mission pour le peuple, c'est aussi une mission de Dieu. Il n'est pas donné à n'importe qui de s'occuper de ces questions les plus importantes. Voilà. Coup de chapeau aux députés, félicitations et tous nos encouragements pour un mandat fructueux. Avec le bureau de Papa Mbosso, le bureau provisoire de Papa Mbosso qui est encore revenu, vraiment toutes nos félicitations. Vraiment, merci Maître Henri et Maître Jean-Pierre. Les rôles d'un député, c'est vrai que Maître Henri en a dit, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter par rapport au rôle qu'il doit normalement jouer un parlementaire? Tout à fait, tout a été dit par Maître Henri, mais néanmoins notre approche ne peut être que juridique. Parce qu'il y a une confusion sur le terrain aujourd'hui. Lorsque les candidats battent campagne, ils font des promesses par-ci par-là. Si vous me votez aujourd'hui et que je parviens à être élu, je vais construire tel hôpital, des ponts, des écoles et tout. Non, ça, ce n'est pas la fonction d'un parlementaire. Lorsque nous lisons la Constitution, à partir de l'article 100, c'est là que nous trouvons, j'aurais aimé que même les nouveaux députés élus puissent nous suivre pour qu'ils sachent leur mission. J'ose croire que tout a été résumé par Maître Henri, mais néanmoins nous lisons une disposition constitutionnelle pour qu'il soit un peu fixé. L'article 100 de la Constitution dispose que le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, comme cela avait été évoqué. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Voilà la première fonction des parlementaires. Ils sont là pour voter les lois, qu'ils soient au Sénat, qu'ils soient à l'Assemblée nationale. Il y a même des assemblées provinciales. Bientôt, on aura même des conseils communaux et tout.
Donc, qu'ils sachent que le rôle, s'il vous plaît, d'un député national est de voter premièrement les lois. Ils contrôlent le gouvernement. Ils sont là pour contrôler le gouvernement. Les entreprises publiques, ainsi que les établissements et les services publics. Voilà le rôle ou la fonction d'un parlementaire. Mais au lieu de contrôler l'exécutif, au lieu de proposer des lois et d'adopter aussi, de voter des lois, mais ils sont là pour, ils s'occupent beaucoup plus de la politique, ils s'occupent beaucoup plus de leurs propres intérêts. Oui, parce que nous savons que le Parlement aussi est une institution politique, bien sûr que oui, mais chacun doit jouer son rôle. Ils sont là pour faire allégeance aux autorités morales. Ils oublient que nous sommes dans une démocratie indirecte. Le peuple leur a fait confiance, ils nous représentent et nous aimerions qu'ils votent des lois qui sécurisent le peuple. S'il y a un vide juridique quelque part, le parlementaire est là pour proposer une loi et le gouvernement aussi peut s'amener avec des projets de loi et tout est voté par les parlementaires pour que nous soyons dotés des normes qui peuvent nous régir dans un état de droit. Parce qu'un état de droit est un état qui se soumet au droit. Alors, voilà un peu le premier rôle des députés. Les nouveaux élus, j'ai été vraiment crié hier là quand j'étais en train de suivre le secrétaire général lors de la session extraordinaire d'hier où on devait composer les bureaux provisoires dont le doyen Mbosso est là parce qu'il est né en 1942. Ça a attiré aussi mon attention hier. Qu'est-ce que j'avais remarqué? J'avais remarqué que parmi les 477 députés qui sont élus cette fois-ci, parce qu'il y a 30 sièges à pourvoir, parce que là où il y a eu la guerre, on n'a pas à Kwamutu et puis à l'est du pays aussi, il n'y a pas eu vote. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que plus de 300 députés sont de nouveaux élus. C'est-à-dire qu'on a fait partie des anciens. Les anciens qui sont revenus au Parlement, aujourd'hui, ne sont qu'au nombre d'une centaine tout simplement. C'est ce qui revient à dire que quand ils posent leurs actes là-bas, qu'ils sachent qu'ils sont observés par la population. Qui les a envoyés là-bas, qui leur a fait confiance et qu'ils travaillent dans le sens de satisfaire cette population. On ne peut pas devenir député pour aller seulement toucher, si c'est 21 000 ou 30 000 $, que nous n'avons pas de preuves, mais néanmoins, il y a des rumeurs qui courent dans ce sens-là. On ne peut pas être élu député seulement pour avoir l'argent. On est élu député avec un programme que lorsque je serai dans le Parlement, je vais voter les lois, je vais contrôler le gouvernement, je vais contrôler les entreprises et les établissements publics ainsi que les services publics. Voilà le travail d'un député. Mais aujourd'hui, les députés portent la charge de toute une population. Quand quelqu'un meurt là-bas, des routes, ainsi de suite, alors c'est ce qui les amène à donner des discours démagogiques et à la fin de compte, on les jette dehors parce que la preuve elle est là, plus de 300 n'ont pas été... Donc on retient avec M. Jean-Pierre ne sont pas revenus. Pour voter de loi, pour contrôler l'exécutif, construire les ponts, c'est pas vraiment ça. Non, c'est pas l'air. Alors quelles sont réellement les attentes de la population par rapport aux parlementaires? Les attentes... Est-ce que la population attend réellement de... La population, tout à fait, la population attend de nouvelles lois. Là où il y a un vide juridique, comme je venais de le souligner ici, que le député vienne avec des propositions de loi qui peuvent combler ces vides-là au Parlement. Qu'il soit là pour contrôler, s'il vous plaît, le gouvernement. Parce que nous, il y a une certaine complaisance aujourd'hui. Parce que tel est de l'obédience politique de tel, alors on ne peut pas inviter un ministre pour qu'il soit interpellé au Parlement. Voilà, ils doivent contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements publics, les services publics. C'est ce que nous attendons d'eux
pour que nous soyons sûrs que nous sommes dans une démocratie. Ce que nous attendons. Et puis, je ne terminerai pas, si ce point-là, avant d'ajouter un petit rien. Il y a 10 commissions au niveau du Parlement. Et il y a une nouvelle commission qui s'était ajoutée, la commission parlementaire des droits de l'homme. Si nous, nous sommes dans le domaine des droits de l'homme, chacun ne peut s'occuper que de son coin. Nous disons aux députés qui seront, qu'on va regrouper dans la commission parlementaire des droits de l'homme, de pouvoir faire en sorte, parce qu'il y a beaucoup d'attentes dans le domaine des droits de l'homme. C'est ce que nous attendons, tel que la loi sur l'abolition de la peine de mort. Ça rentre dans le domaine des droits de l'homme. Nous ne pouvons pas seulement leur faire des propositions ou bien des recommandations, mais ils ont fait quand même quelque chose. Parce que dans le domaine des droits de l'homme, il y a eu des lois qui ont été votées que nous avons vraiment encouragées, telles que la loi sur la défense des droits de l'homme. Il y a eu la loi organique pour porter la protection des droits et libertés des personnes vivant avec handicap. Et dans le domaine aussi des personnes vulnérables, on a eu des lois, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est ce que nous attendons dans cette législature ici, ceux qui seront retenus dans la commission droits de l'homme, qu'ils travaillent en collaboration avec certains organismes tels que le BCNIDH, la communauté internationale, des experts, des acteurs de la société civile, des experts des droits de l'homme sont là, qu'ils soient en formation à tout moment, surtout ces députés-là, pour que nous puissions obtenir des nouvelles lois qui tendent à protéger les droits de l'homme à tous les niveaux. Voilà ce que nous attendons des parlementaires qui seront commis dans la commission à accepter la tautologie dans la commission parlementaire des droits de l'homme. Voilà. Maître Henri Omoloa, avez-vous de reproches à formuler par rapport à la législature passée? Parce qu'on a entendu Maître Jean-Pierre, il a dit, voilà, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Vous aussi, vous avez pu formuler quelques reproches à l'égard ou à l'endroit des parlementaires passés. Bon, avant de toucher à cette question, j'aimerais aussi répondre à la question que vous lui avez posée en ce qui concerne des efforts, qu'est-ce que la population attend. D'ailleurs, ça se recoupe. D'abord, moi, je pense que, pour ajouter à ce que Maître Jean-Pierre Bolonga vient de dire, il y a des lois importantes qui ont été votées pendant la législature passée. La loi sur les personnes vivant avec handicap, population autochtone, réparation pour les victimes de violences sexuelles, protection des défenseurs des droits de l'homme, principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire, coup de chapeau pour cette législature qui nous a donné ces lois très importantes. Mais il y a aussi des lois qui sont attendues, notamment la loi sur l'accès à l'information publique. L'accès à l'information publique, ça fait un problème. La loi sur la lutte contre la xénophobie, le racisme et le tribalisme, ça, ce sont des lois très importantes ici chez nous. La loi pour les personnes de troisième âge, abolition de la peine de mort, mais aussi une loi pour créer le mécanisme national de prévention de la torture, MNP. C'est très important. On ne cessera jamais de décrier les situations des arrestations, des détentions arbitraires, mais nous avons des obligations sur le plan international. C'est ce que les députés devraient aussi comprendre, qu'en ratifiant les conventions internationales, notre pays a des recommandations, notre pays a des obligations face à tous ces instruments qu'on a ratifiés, notamment la création du MNP, Mécanisme national de prévention de la torture. Il y a la question de contrôle parlementaire. C'est là que la population se dit, la législature passée n'a pas été très forte pour mener un contrôle parlementaire assez efficace et dénoncer des bavures qui se commettent sur le terrain. On sait qu'il y a la corruption, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes, et la corruption même qui nous amène à renforcer la guerre, mais de manière très timide. On a des contrôles et puis on ne publie pas les résultats de ces rapports. Ce sont autant de problèmes. Nous avons aussi le problème du budget. Et par rapport au budget,
la loi des finances publiques. Il appartient au Parlement de doter au gouvernement un budget à travers la loi des finances publiques. Mais comment est ce budget? Vous trouverez qu'il y a des écarts criants par rapport à la rémunération des citoyens congolais. C'est là que plusieurs Congolais se disent comment seront-ils payés cette législature, les députés, s'ils ont à cœur, n'est-ce pas, les attentes de leurs élus. Vont-ils se cramponner à 21 000 $?